sur les cas familiaux, qui sont une rareté. Vous m'entendez? Très bien. Oui, très bien. Parfait. Alors, sont connectés aussi Madame Swila Kessili et Madame Linda Imikeren, qui sont nos deux attachés de recherche clinique. Pour ceux d'entre vous qui consultent dans notre centre, vous êtes en contact régulier avec elles. C'est elles qui organisent notamment les rendez-vous annuels que nous essayons de coordonner pour tous les patients qui le souhaitent et qui ont la choriorétinopathie de type Birdshot, et dont Dominique Monet vous a dit il y a quelques instants que nous avons vu à un moment ou un autre dans l'histoire de leur maladie plus de 400 patients. Donc, ce dont ma mission va être de vous parler du traitement. Et donc, j'espère que vous voyez mon écran. Je vais évoquer avec vous quelles sont les possibilités thérapeutiques lorsque le diagnostic de la maladie est posé. Les objectifs du traitement, ils sont très simples. Nous, ce qui nous mobilise du matin au soir, du lundi au dimanche, c'est que nos patients gardent la vision la plus parfaite possible. Qu'est-ce que ça veut dire la vision la plus parfaite possible? Bien, c'est la meilleure acuité visuelle, mais Dominique Monet vous l'a dit il y a quelques instants, ça n'est pas le seul marqueur de la maladie, ça n'est pas le seul marqueur de manière générale des maladies qui peuvent toucher l'œil, et il faut également garder un bon champ visuel. La vision des couleurs, garder une bonne vision des couleurs, garder une bonne vision des contrastes, et de manière globale, avoir le moins de symptômes possible. Ne pas avoir de mouches volantes, avoir une bonne vision nocturne, être résistant à l'éblouissement. Tous ces paramètres sont importants, et finalement, pour nous, un patient qu'on a bien traité, c'est un patient qui ne pense plus à son œil. Et c'est ça l'objectif. Tout cela revient à finalement limiter l'impact de la maladie sur la qualité de vie. Et vous savez que c'est quelque chose qu'on essaye de mesurer. Pour ceux qui sont suivis dans notre centre, on vous envoie régulièrement des questionnaires standardisés qui ont été établis par l'équipe du National Eye Institute et qui essayent de manière globale de mesurer l'impact d'une maladie oculaire sur la qualité de vie. Est-ce qu'on est gêné pour conduire la nuit? Est-ce qu'on est gêné pour conduire tout court? Est-ce qu'on reconnaît à distance le visage des gens qu'on croise ou l'expression sur les visages? Eh bien, tous ces paramètres-là, qui sont moins des paramètres mesurables avec des chiffres, sont importants pour nous. Et nous, ce qu'on veut, c'est donc que chaque voyant soit au vert. Ces objectifs, chacun d'entre eux, ils sont soumis à une corrélation entre l'anatomie et la fonction. C'est-à-dire qu'en gros, si l'œil va bien, eh bien la fonction visuelle va être bonne. Donc ça passe par plusieurs choses. Garder la macula, c'est-à-dire le centre de la rétine, la plus saine possible. Limiter l'inflammation dans le corps vitré, ce qui est devant la rétine. Limiter l'inflammation des vaisseaux de la rétine. Limiter l'inflammation de la papille, qui est la tête du nerf optique, éviter l'atrophie rétinienne dont Dominique vous a parlé il y a quelques instants et sur laquelle je reviendrai, et puis, eh bien, pour qu'il n'y ait pas les mouches volantes et pour qu'il n'y ait pas la vision nocturne, eh bien, il faut que, donc, pour que la vision nocturne soit bonne, il faut qu'il n'y ait pas d'atrophie, et pour qu'il n'y ait pas de mouches volantes, il faut qu'il n'y ait pas d'inflammation dans le vitré. Voilà sur une image d'un patient qui a une choriorétinopathie de type Birdshot, la macula. On voit ici les taches caractéristiques qui ont donné leur nom à la maladie. Ici, le nerf optique dont émergent les vaisseaux rétiniens. Et puis cette toute petite partie au centre, c'est ce qu'on appelle la macula, c'est-à-dire la tache en latin. Elle est très connue dans le grand public parce qu'il y a une maladie qui est liée à l'âge qui s'appelle la dégénérescence maculaire liée à l'âge, ou DMLA. Et souvent, il y a une confusion même dans l'esprit du public entre le nom de la zone anatomique et la maladie. C'est-à-dire que les gens disent « j'ai la macula », ce qui est un abus de langage. On n'a pas la macula, on a tous des maculas. Et dans la choriorétinopathie de type Birdshot, comme dans d'autres maladies inflammatoires de l'œil, ces uvéites dont Dominique Monet vous a parlé, un des enjeux, c'est de préserver cette macula à tout prix, parce que c'est là, ici, sur cette toute petite zone, c'est de cette toute petite zone que dépend la vision fine, l'acuité visuelle, la vision des couleurs. Cette macula, comme Dominique vous l'a montré tout à l'heure, elle peut être normale,
comme on le voit ici en bas. Et ça, c'est une image en OCT, un examen simple, non invasif, pas pénible, qui nous permet en quelques secondes de savoir comment est cette zone. Et donc, elle peut être normale, elle peut être amincie, comme ici, c'est-à-dire atrophique, ou bien elle peut être le siège d'un œdème. Et ici, on voit des logettes. Ici, c'est un peu comme du gruyère, hein, c'est du liquide qui est secondaire à l'inflammation, qui est venu déformer la macula et ainsi donc diminuer la vision centrale. L'inflammation des vaisseaux, une image que vous a montré Dominique Monet tout à l'heure, on partage beaucoup d'images, hein, on travaille ensemble depuis plus de 20 ans, et donc on veut limiter l'inflammation des vaisseaux, qui va être une autre de nos cibles thérapeutiques, afin que ces vaisseaux qui sont inflammés et qui fuient, puisqu'ils sont ici, on voit trop de blanc parce que le colorant qu'on injecte, la fluorescéine, eh bien, diffuse à travers un vaisseau qui est inflammatoire. Donc on veut, comme objectif thérapeutique, limiter cette inflammation afin d'éviter les conséquences de ces vaisseaux anormalement poreux qui libèrent des médiateurs de l'inflammation dans la rétine et qui finalement vont l'altérer. Et puis, on veut limiter l'inflammation autour du nerf optique. Ici, il est trop blanc. Là aussi, le colorant fuit de manière anormale. On veut, et c'est encore une diapo que Dominique vous a montré tout à l'heure, éviter l'atrophie rétinienne pour préserver le champ visuel et éviter que la rétine, non plus au centre, mais en périphérie, sous l'effet de l'attaque immunologique responsable de la maladie, finisse par s'amincir et perdre sa qualité pour ici donner un champ visuel noir en périphérie. Alors le traitement. Bien, vous l'avez vu, c'est une maladie qui est en fait très hétérogène. Même si, il est vrai, nous avons des critères pour poser le diagnostic, en fait, il n'y a pas un traitement, il y a des stratégies de traitement qui sont adaptées à chaque cas de la maladie. Ici, deux images du fond d'œil et des images très différentes. À droite, ici, quelques taches, et puis ici, plein de taches. Et en fait, les critères qui vont déterminer les options thérapeutiques que nous allons vous proposer, elles sont en fonction de plein de choses. Elles sont en fonction de la vision, à la fois côté acuité visuelle et puis côté champ visuel. Elles sont en fonction du degré d'inflammation qu'on mesure, et ça, c'est une mesure multiparamétrique. Comment sont les vascularites, comment est l'inflammation des vaisseaux, comment est la macula, comment est le nerf optique, comment c'est d'un côté, mais également de l'autre, car il y a deux yeux et on juge de l'état de l'inflammation sur l'examen binoculaire, donc de chaque œil. Mais c'est également fonction du contexte, c'est-à-dire de la durée d'évolution de la maladie, et il y a plus ou moins des stades, en tout cas des phases dans la maladie, un peu, et c'est une comparaison que ceux d'entre vous que je soigne m'ont souvent entendu faire en consultation, un peu comme un volcan. Un volcan, ça a des phases d'éruption, des phases très actives, et puis des phases où ça inquiète personne parce que le volcan est complètement éteint. Il en va de même pour ces maladies inflammatoires, avec des phases très inflammatoires, et puis des phases, généralement après un certain temps, beaucoup moins inflammatoires. Le traitement, nos propositions, en tout cas de traitement, elles sont en fonction de l'âge. Et puis, un mot qui est maintenant revenu dans le public avec le Covid, les fameuses comorbidités. Il n'est pas anodin de dernier certains traitements lorsqu'on a en même temps des comorbidités, par exemple si on est diabétique, si on a un antécédent de cancer, etc. Il y a des médicaments qui sont plus dangereux que si nous n'avons pas de comorbidité, et tous ces facteurs-là sont pris en compte dans nos propositions de traitement. Lorsqu'on traite, en fait, on veut faire deux choses. On veut établir l'état non inflammatoire, l'état de quiescence oculaire, mais une fois que c'est obtenu, on veut le maintenir. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un qui se présente devant nous avec un œil très inflammatoire, il faut le ramener à un état non inflammatoire, mais une fois qu'on a obtenu ça, il faut pérenniser ce qu'on a obtenu pour que l'uvéite reste quiescente ensuite et qu'on prévienne des récidives inflammatoires. Et c'est deux approches qui sont un petit peu différentes. Au début, on a le volcan en éruption, on veut le ramener à un stade inactif, et puis une fois que cette inactivité a été obtenue, on veut qu'elle soit pérenne. Quelques cas, pas beaucoup, mais quelques cas n'ont jamais en fait besoin d'être traités. On fait le diagnostic, souvent ce sont des patients qui consultent pour des symptômes, je dirais pas mineurs, mais en tout cas qui ont une acuité visuelle qui est conservée, qui voient quelques mouches volantes en rapport avec une
petite inflammation dans le vitré. Et quand on fait tous les examens, quand on fait l'OCT et qu'on voit que la macula est normale, quand on fait l'angiographie en se disant que l'inflammation est modérée, eh bien, quelques cas ne méritent jamais de traitement. Et je vous montre ici l'exemple d'un de nos patients qu'on a suivi depuis plus de 20 ans et qui, 20 ans plus tard, sans traitement, bien qu'il réponde à tous les critères diagnostiques de la maladie, finalement n'a jamais eu besoin d'être traité. Lorsqu'on a besoin de traiter, on peut traiter de deux manières. On peut traiter, enfin en tout cas par deux grandes catégories. On peut traiter soit par des injections péri, c'est-à-dire autour de l'œil, ou intraoculaires, des injections dites intravitréennes, ou sous-ténoniennes quand elles sont autour de l'œil, mais juste à côté pour que ça diffuse dans l'œil. Et vous voyez ici l'exemple d'un gros œdème maculaire traité avec une injection intravitréenne. Alors, il y a une marque, c'est Ozurdex, c'est ce petit stylo qui va libérer un dispositif, qui va libérer des corticoïdes pendant plusieurs mois. En général, on considère qu'il y a au minimum 3 mois d'efficacité. Et vous voyez que ici, vous voyez quelqu'un qui a un gros œdème, et puis cet œdème va diminuer, et ici, la cible thérapeutique va être atteinte, la macula va reprendre son profil strictement normal. Et ça, c'est un résultat qui a été obtenu en quelques semaines. Est-ce que je puis me permettre une Schéma, petite… Est-ce que je pardon. peux, justement, juste on en est là, j'en profite juste parce que ça ne fait pas partie des questions. Mais comment se fait-il alors que, alors en France, on a l'Ozurdex, effectivement, et vous savez très bien qu'à l'étranger, il y a le Retisert, il y a le Lyotic, qui sont effectivement des injections de la même façon et qui durent beaucoup plus longtemps. Comment se fait-il qu'elles ne soient pas faites en France à ce jour? Alors, le Retisert a été refusé par l'Agence européenne du médicament parce que les taux de complications, ça sera tout à l'heure, vous verrez que ma conclusion, ça va être sur le rapport bénéfice-risque. Mais D'accord. le Retisert, dans tous les articles originaux, et quand on discute avec nos collègues américains, certes est actif sur l'inflammation, mais est associé à un taux de complications faramineux. En gros, il y a presque 2 patients sur 3 qui font un glaucome induit par le Retisert. D'accord. 1 sur 2 qui est opéré de la cataracte, je vous dis ces chiffres de mémoire, hein, au bout de quelques années. Et puis d'autres complications type décollement de rétine secondaire. Bref, là, ce qui a été considéré par l'Agence européenne du médicament, c'est que la morbidité du Retisert, son profil de sécurité n'était pas suffisant pour le donner une autorisation. Et moi, à titre personnel, je pense que c'est une bonne chose. Hein. Je crois que vraiment, ce n'est pas un médicament qui nous manque dans la pharmacopée française parce que son taux de complication était trop élevé. D'ailleurs, le Retisert a été introduit aux États-Unis avant l'Ozurdex et depuis qu'il y a l'Ozurdex, nos collègues américains font beaucoup moins de Retisert au profit de l'Ozurdex. C'est vrai, j'ai vu ça, j'ai vu. D'accord. Et alors, il y a d'autres produits qui sont utilisés, enfin qui sont à l'étude en tout cas. Il y en a un qui s'appelle le Ailuvienne, Oui. qui est maintenant, qui a une autorisation en France, mais qui est en attente de remboursement dans l'UVIT, qui a une durée d'action pour vendue, entre guillemets, pour être beaucoup plus longue. Mais alors là, pour celui-là, on en a une expérience tout à fait préliminaire. La puissance du médicament est certainement beaucoup plus faible que celle d'Ozurdex. Autrement dit, c'est peut-être, et je parle sous réserve, mais c'est peut-être un médicament plus fait pour entretenir un bénéfice que réellement être capable de traiter un œdème maculaire. Et je suis tenté de dire, et encore, on est en pleine phase on a quelques patients qui ont été traités et pour l'instant des résultats incertains. Voilà. D'accord, très bien, merci. Je vous en prie. Alors, quel est le schéma thérapeutique, entre guillemets, standard, s'il y en a un Il faut bien voir qu'il n'y a pas d'études randomisées, contrôlées, internationales, qui étaient focalisées spécifiquement sur la choriorétinopathie de type Birdshot. Et ce sont des choses qui seraient extrêmement difficiles à faire. Donc, on se base beaucoup sur notre expérience et puis de manière globale sur l'expérience du traitement des uvéites dans leur ensemble. Et voilà le schéma thérapeutique le plus courant que nous proposons à nos patients. Lorsqu'on fait le diagnostic, on débute un traitement par corticoïde, mais en même temps avec ce qu'on appelle des médicaments d'épargne cortisonnée. Et celui que nous utilisons le plus souvent aujourd'hui, c'est le mycophénolate mofétide ou Cellcept, afin de permettre de ne pas utiliser une dose trop forte de corticoïdes. Lorsque l'inflammation est très active au départ, autrefois, ce que nous faisions régulièrement,
nous faisions ce qu'on appelait des bolus de corticoïdes, c'est-à-dire des corticoïdes par voie intraveineuse. On a tendance aujourd'hui, pour éviter les effets secondaires des corticoïdes par voie générale, Dominique Monet vous l'a dit tout à l'heure, c'est une maladie qui ne touche que l'œil, donc on a toujours des scrupules à donner des effets, à prescrire des traitements qui donnent des effets secondaires généraux pour une maladie qui ne touche que l'œil. Donc, lorsque la maladie est très active, parfois on associe au départ une injection sous-ténonienne ou une injection intravitréenne pour permettre de ramener l'œil, en tout cas l'œil le plus inflammatoire, le plus rapidement possible à un état non inflammatoire sans utiliser des trop grosses doses de médicaments par voie générale. Et on part sur un traitement qui va durer quelques mois à forte dose et puis ensuite diminuer, et on essaye d'arriver à des doses faibles, tolérables au long cours. Et là, il y a tout un débat dans notre profession sur qu'est-ce que c'est qu'une dose faible tolérable au long cours. Pour certains, c'est 0 mg, pour d'autres, c'est 5 mg. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas rester trop longtemps sur des fortes doses de corticoïdes par voie générale, car sinon, certes, la maladie va aller bien, mais les effets secondaires vont faire que le rapport risque-bénéfice va devenir défavorable. C'est pour ça qu'on prescrit en même temps des médicaments d'épargne cortisonnée. Et là aussi, il y a tout un débat sur est-ce que ça vaut le coup de faire des doses réduites ou pas, si oui, combien de temps. Et cette durée de traitement, ici, vous voyez que je n'ai pas mis d'échelle de temps parce qu'elle est très variable. Elle est en fait adaptée patient après patient, selon ce que nous mesurons, selon la tolérance, la manière dont ces traitements sont bien supportés ou non. En moyenne, quand même, lorsque nous prescrivons ce genre de traitement, on est parti pour un cycle thérapeutique qui est de 2 à 5 ans chez nos patients, avec quelques patients pour lesquels c'est beaucoup plus court, mais également une petite minorité de patients pour lesquels on a besoin d'un traitement plus long. C'est-à-dire qu'après une phase de rémission sous traitement, on essaye d'arriver à une phase de rémission sans traitement. Alors, quelles sont les autres alternatives thérapeutiques? Eh bien, il y a les biothérapies. Alors, je vais tout de suite dire que j'ai été consultant. De nos jours, il faut absolument une transparence. Moi, j'ai été consultant pour le laboratoire qui a AbbVie, qui a mené cette étude et qui a été publiée dans ce qui est la plus prestigieuse des revues médicales, le New England Journal of Medicine, dans laquelle on a montré que les anticorps anti-TNF étaient efficaces pour traiter les patients qui avaient des uvéites non infectieuses, mais c'est une étude qui a inclus des patients qui avaient plein de formes différentes d'uvéites. Il y en avait qui avaient la choriorétinopathie de type Birdshot, vous voyez, c'était une minorité, Dominique Monet vous l'a dit tout à l'heure, une maladie rare, mais nous ne pouvions pas faire un essai focalisé sur la choriorétinopathie de type Birdshot. Donc, nous avons essayé de trouver des paramètres communs pour toutes les formes d'uveites postérieures non infectieuses, et un certain nombre de ces patients avaient bien une choriorétinopathie de type Birdshot avec des résultats qui ont été très favorables. Les autres traitements, alors il y en a plein. Il y a aujourd'hui tout un essor de ce qu'on appelle des biothérapies diverses et variées. Et à chaque fois, nos collègues se précipitent pour dire « Oh là, formidable, j'ai 3 cas de patients qui ont une maladie de Birdshot, hop, je les ai traités avec tel ou tel traitement qui marche dans d'autres maladies inflammatoires, d'autres organes, souvent des maladies inflammatoires des articulations. Et donc, je l'ai testé pour la maladie de Birdshot, c'est formidable. » Et donc, on a beaucoup dans notre littérature médicale, bien 2 cas par-ci par-là, de tocilizumab, de tacrolimus, d'autres choses. Et d'ailleurs, régulièrement, Sylvain Mignon me contacte en disant « Oh là là, j'ai lu tel article, qu'est-ce que vous en pensez ?» J'en pense que c'est intéressant. On est en permanence à l'écoute pour savoir quels sont ces nouveaux traitements qui émergent. Mais aujourd'hui, les données qu'on a sont très parcellaires, elles concernent quelques patients et ce n'est certainement pas les nouveaux traitements pour lesquels on disposerait de preuves d'efficacité dans leur maladie. En tout cas, ce ne sont pas des traitements qui ont aujourd'hui ce qu'on appelle des autorisations de mise sur le marché dans cette indication. Et donc, moi, je reste très prudent en considérant que les données sont trop limitées pour qu'on se précipite et qu'on utilise la dernière molécule venue pour nos patients. En tout cas, certainement pas avant d'avoir essayé les voies classiques de traitement. Il y a l'étude Ruby qui vient de se terminer d'ailleurs, sauf erreur de ma part, justement, sur ces traitements.
Voilà, il y a plein d'études diverses et variées. Je vous ai pas tout listé. Il y a le sécukinumab, le tocilizumab. Bref, en gros, chaque molécule qui intervient dans l'inflammation a été essayée. Mais aujourd'hui, dire est-ce que ça fait mieux que ce que dont nous disposons actuellement, et notamment l'Humira, qui est la première des biothérapies anti-TNF, eh bien, nous n'avons pas de données qui suggèrent que ça fasse mieux, ni avec moins d'effets secondaires pour l'instant. Alors, le pronostic avec tout ça. Le pronostic, ce dont on se rend compte, c'est que si on prend les patients à temps et si on traite efficacement avant que des dégâts anatomiques soient constitués, on va, dans la plupart des cas, faire garder une bonne acuité visuelle. Ici, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon une courbe de Kaplan-Meier, c'est-à-dire qu'on voit la proportion des patients qui chutent lorsqu'ils partaient au départ d'une acuité visuelle à 10 dixièmes au fil du temps. Et ça, c'était un groupe de nos cohortes historiques, des tout premiers patients qu'on avait commencé à suivre en 2002-2003 de manière prospective, c'est-à-dire avec des examens standardisés. Et vous voyez que 5 ans plus tard, on était à plus de 80% de nos patients qui, lorsqu'ils avaient 10 dixièmes au départ, gardaient ces 10 dixièmes. Donc le tout, c'est prendre les patients suffisamment tôt dans leur maladie. L'errance diagnostique est très dangereuse. Les patients qu'on voit arriver tard, ils ont un bien moins bon pronostic que ceux qui arrivent tôt. Et les traiter efficacement au début, lorsqu'on a ce volcan qui est en phase d'éruption, pour le ramener à une phase inactive. Et dès lors qu'on réussit cela, eh bien, le pronostic est plutôt bon, contrairement à ce que je crois circule parfois sur Internet, sur les réseaux sociaux, qui ont une vision très catastrophiste de la maladie et qui est fondée sur les cas les plus graves, ceux qui ont été pris trop tard ou insuffisamment traités lorsqu'ils devaient être traités au début. C'est clair. C'est pour ça, j'ai aussi, à titre personnel, pardonnez-moi de vous couper, mais cette action, entre guillemets, de limiter, entre guillemets, la peur des gens, c'est le but du jeu également. Ça fait partie des questions, vous vous en doutez bien, qui m'ont été posées. C'est voilà, est-ce qu'on devient aveugle avec ça? Est-ce que voilà, quelles sont les capacités de garder ses yeux, etc. Donc vous y répondez là. Donc voilà. Voilà, et notre mission, elle est, quand nous voyons nos patients qui ont la maladie de Burchott, c'est pas de savoir si, lorsqu'on propose un traitement, c'est pas de savoir s'ils vont aller mieux le mois prochain. Cette maladie qui va durer toute la vie. Mais encore une fois, je reprends l'analogie du volcan, il peut y avoir des phases différentes. On a la maladie, mais on veut qu'elle soit à une phase inactive. Ce qui nous intéresse, c'est pas comment le patient va le mois prochain. C'est quand on voit un patient de 50 ans se dire que lorsqu'il aura 80 ans, il sera toujours capable de conduire sa voiture. Donc, on se projette sur le très long terme. Et ça, c'est vraiment important parce que si on traite avec beaucoup de corticoïdes bien massivement, on va ramener l'œil à un état non inflammatoire, mais ce n'est pas une stratégie sur le très long terme. Nos stratégies sont fondées sur le long terme. Et sur le long terme, si on s'y prend suffisamment tôt, et c'est là où le rôle de votre association est important pour faire connaître la maladie, pour que les patients ne fassent pas l'autruche, consultent à temps, soient pris en charge avec les bonnes décisions thérapeutiques avant qu'il y ait des dégâts irréversibles qui se soient constitués dans leur œil, eh bien, dans la plupart des cas, malheureusement, on n'est pas dans du 100%, mais dans la plupart des cas, nous pouvons préserver la vision et garder une vision tout à fait satisfaisante dès lors que la maladie est prise à temps et bien traitée. Nos décisions thérapeutiques, c'est ma diapositive de conclusion, elles sont toujours fondées sur une analyse du rapport bénéfice-risque. Il faut que le plateau de la balance penche du côté des bénéfices par rapport aux effets secondaires du traitement. Et c'est en permanence cette discussion qui nous anime pour être sûr que lorsqu'on propose un traitement, il y a un critère qui va permettre de juger de son efficacité et que nous soyons sûrs que finalement, ce qu'on va proposer aux patients en termes de contraintes liées au traitement va être supérieur aux risques que nous associons au traitement et finalement que le patient va avoir une qualité de vie meilleure grâce au traitement. Voilà, j'ai été très heureux de vous présenter avec vous ce petit panorama, un peu plus long que ce que j'avais prévu, pardon. C'est de ma faute un peu. Non, je vous en prie, sur qu'est-ce qui nous guide lorsque nous prenons en charge
les traitements de nos patients. Merci beaucoup. Je vous en prie. Juste une petite remarque, effectivement, vous disiez l'intérêt, c'est de prendre les gens à temps. La difficulté aussi que nous rencontrons, c'est qu'il y a beaucoup d'ophtalmos qui ne connaissent pas la maladie et qui ne sont pas ou qui n'ont pas été sensibilisés à cette maladie. Et chez eux, la difficulté est de la détecter. Et c'est une grosse problématique. J'ai la chance aujourd'hui, dans l'association, on est à peu près à 4500 personnes qui nous regardent et qui sont intéressées sur ce qu'on raconte. Mais dans le tas, il doit y avoir à peu près 2500 médecins. 2500 ophtalmos. Je suis intégré également dans plus de 45 sites divers et variés de rencontres, etc. Donc, ce travail, entre guillemets, fait que, malheureusement, du moins je l'espère, on pourra découvrir de plus en plus rapidement le birdshot et le soigner de plus en plus rapidement et qu'il soit de moins en moins invasif, de moins en moins intrusif vis-à-vis de son œil. Mais ça, c'est du travail de long terme, du travail, un fil rouge un peu que je me suis mis sur des années. Maintenant, ça fait 10 ans, on a fêté nos 10 ans l'année dernière. Et voilà, c'est important. Moi, une petite note d'optimisme sur ce plan, c'est que les derniers patients que j'ai vus arriver à Cochin ces dernières années me semblent arriver beaucoup plus tôt que ce qu'on voyait il y a 15 ou 20 ans. Donc, je crois que ce travail porte ses fruits. Il est vrai que le trio que nous constituons, là, on a beaucoup arpenté le terrain des congrès d'ophtalmologie pour faire connaître la maladie à nos collègues qui ne la voient pas très souvent, pour qu'ils fassent un diagnostic précoce. Et mon impression est que ça porte ses fruits. Entre votre travail et le nôtre, tous les derniers patients que j'ai vus arriver avaient des formes qui étaient encore tout à fait réversibles dans leur présentation, beaucoup plus que ce que nous voyions autrefois. Bon, c'est quelque chose de positif. Absolument. Moi, j'allais faire la même remarque avec une diminution du retard diagnostique. On appelle ça chez nous les médecins. Et autre chose, les patients arrivent avec leur diagnostic beaucoup plus souvent qu'avant. Avant, ils arrivaient avec l'étiquette uvite postérieure où je ne comprends pas ce qui se passe, mais il y a un problème. Et maintenant, exactement comme l'a fait remarquer le professeur Brézin, ils viennent avec un diagnostic porté beaucoup, beaucoup plus souvent qu'avant. Ce qui est effectivement une note d'espoir pour l'avenir. Tout à fait.